Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Grande Tribune. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'émission est consacrée aux questions économiques. Vendredi Économie, nous allons parler des grandes firmes congolaises qui ont disparu. On va se poser les questions de savoir quelles sont les causes, comment y remédier, comment faire émerger de nouvelles énergies pour que nous puissions justement avoir à nouveau ces firmes-là au niveau national. Ça pourra aider à résorber les chômages et à renforcer le niveau économique du pays. Merci messieurs, dames. Je suis avec trois invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre autour de cette question économique. À vous tous qui nous suivez de par le monde, écrivez-nous, vous avez des informations, des idées importantes pour faire évoluer la question. Écrivez-nous, faites-nous part de vos suggestions. Alors, la question économique est importante parce que l'économie fait circuler la nation, fait vivre la nation. Trois invités, comme j'ai dit tantôt, je commence avec monsieur Mathieu Takizala et que nous recevons des moments de façon permanente chaque vendredi pour analyser les questions économiques. Il est expert en économie, il est spécialiste en économie et puis il est entrepreneur d'une entreprise de la place. Bonjour monsieur Mathieu Takizala. Je vous remercie cher Dan, je remercie des compatriotes qui sont en face. Vous savez qu'en ces moments, parmi le moteur de l'économie mondiale qui est la Chine, ça frustre parce que le taux de chômage retourne, la consommation est touchée, l'inflation est tellement monumentale. Je vous remercie pour avoir pensé des années roses de la République démocratique du Congo. En potentiel, on peut le faire, mais je crois que nous devons se ressaisir parce que ce pays, on ne peut pas parler de l'économie sans avoir des capitaines d'industrie et de chefs d'entreprise capables à se transcender. Et j'espère qu'avec les compatriotes, on va essayer un peu de retracer ce Congo de 63 ans et quels sont des hommes qui ont pesé et qui ont compté dans ce pays. Pourquoi pas? Et il n'y a pas la suite. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se réveiller. Un dragon, quand il dort, il doit se réveiller. Merci beaucoup. Un dragon, quand il dort, il doit se réveiller. Les entreprises congolaises sont en perte de vitesse, soit dans le privé comme dans le public. Les entreprises sont en train de déchanter. Monsieur Alain Parfait, merci beaucoup d'être également avec nous dans cette émission. Vous êtes donc chercheur et vous allez également nous aider avec des analyses sur cette question. Bonjour monsieur Alain Parfait. Bonjour monsieur Dan, bonjour à mes co-débatteurs, mes compatriotes. C'est vraiment très très important de pouvoir remonter à l'histoire économique dans notre pays pour dénicher les exploits réalisés par des grands capitaines. Vous savez, au moins dans chaque territoire dans notre pays, ici, nous avons eu ce qu'on appelle des grands commerçants. En réalité, c'était des capitaines d'entreprise, c'était des hommes d'affaires aguerris. Certains n'ont même pas fait l'école. Wow. Ils ont eu à mettre en place des industries, des entreprises, des fermes, des petites et moyennes entreprises qui ont donné une sorte d'essor économique à la base, dans chaque territoire, dans chaque secteur, et cela a animé la vie économique. Et donc il est important de pouvoir remonter cette historiographie économique pour dire aux Congolais, aux jeunes entrepreneurs congolais, qu'il y a de l'espoir à suivre un tel modèle de leadership pour pouvoir essayer de relancer notre économie qui est en perte de vitesse depuis plus de 3 décennies. Merci beaucoup monsieur Alain pour cette belle entrée en la matière. Il est un jurisconsulte, monsieur Gandhi Kassende. Merci également de répondre à notre invitation. Bienvenue dans Grande Tribune.
Merci personnellement à vous, Dan, à toute votre équipe administrative et technique. Je salue mes co-débatteurs Alain Parfait et puis notre ami Takizala d'être là. J'espère qu'on aura un échange complémentaire qui va peut-être informer et former certains de nos leaders ou de nos compatriotes par rapport à la chose économique. Notre ami Takizala dit c'était des années roses. Moi j'ai dit que c'était des années roses avec des épines. Mais on n'a pas su pouvoir bien prendre cette rose-là. Et ce qui fait que ça nous a fait du mal. Et on est en train de payer jusqu'à présent. On aura l'occasion de rentrer dans le détail. On aura l'occasion de rentrer en détail. Merci, messieurs, dames. On va donc faire cette analyse-là. On va revenir sur, comme l'ont dit les invités, sur les années roses de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, qui a eu un impact considérable sur l'ensemble de l'économie nationale. Aujourd'hui, chose qui n'existe pratiquement plus. Quelles sont les causes, comment y remédier, comment faire émerger ces nouveaux capitaines qui peuvent justement prendre le taureau par les cornes. Eh bien, mais d'entrée de jeu, j'aimerais quand même poser la question aux invités. Il y a eu ce rapport, ce communiqué de l'inspection générale des finances qui a fait savoir qu'au 28 juillet 2023, l'État congolais n'a mobilisé que 5,518 milliards de dollars américains de prévisions budgétaires. Alors sur 16,8 milliards, déjà il y a 5,518 milliards au 28 juillet, donc la moitié de l'année. On est à ce chiffre-là. Cela peut être dû à quoi, avant qu'on ne puisse prendre le sujet? Bon, vous savez, normalement, sur le point de vue international aujourd'hui, il y a des frustrations. Quand il y a l'inflation, la consommation recule. Aujourd'hui, l'activité économique n'est pas comme avant. Nous dépendons beaucoup des ventes des matières premières. Et parmi les États qui achètent, vous voyez qu'en commençant, j'ai parlé de la Chine. Et la Chine, la consommation a reculé. Ils ont fait le confinement avec Covid-19. L'Ukraine est arrivée. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Et surtout que nous, chez nous, l'informel est resté maître. Donc, les provisions qui sont vis-à-vis au contexte international. Et c'est là, nous le payons cash. D'où l'importance de diversifier cette assiette productive. Parce que lorsque vous avez des variants venant en dehors du continent, et automatiquement, vous allez tourner. Parce que nous tournons. D'un côté, nous vendons le matière première. De l'autre côté, ce sont des taxes d'entrée. Quand vous regardez les taxes d'entrée, ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui doivent payer les taxes d'entrée. Mais ceux qui sont à l'intérieur, lorsque la consommation se frisse à l'intérieur de la démocratie du Congo, les deux parties se frissent. Donc, ça, c'est le vrai point. Et puis aussi, apporter un peu, il faut dynamiser. Les textes en démocratie du Congo ne manquent pas. Il y en a assez de textes qu'on a fait déjà. Maintenant, il faut le mettre en application parce qu'on est resté pendant longtemps, dit voilà, on va réformer. Mais il y a d'autres dispositifs qui ont été. Maintenant, il faut aller dans le terrain pratique et de l'audace. Parce que si nous partons dans le terrain pratique et de l'audace, automatiquement. Et puis, on est resté pendant longtemps uniquement à croire avec quelle administration. Oui, nous avons besoin de l'administration, mais il faut aussi chercher des voies et moyens que la partie économique revienne. Parce que le nombre de chômeurs, la consommation que nous versons du côté de l'informel ne va pas permettre de temps en temps de monter à ce qu'on appelle et la croissance de l'autre côté et les objectifs budgétaires de l'État. Vous pensez que c'est possible d'atteindre les assignations si déjà au mois de juillet, fin juillet, nous sommes à 5,518 milliards? C'est possible d'atteindre les 16,8 milliards? Bon, il faut maintenant que nous puissions changer la façon de prélever les choses. Il y a beaucoup de choses que nous ne prélevons pas, d'où la nécessité, l'importance de la digitalisation du XXIe siècle. On peut le faire parce qu'il faut des sortes, il faut faire impliquer aussi les autres acteurs, à part les administrations et surtout les acteurs du monde privé. Parce que les acteurs du monde privé aujourd'hui, c'est comme si ce sont des ennemis entre l'État et le monde privé. Or, ce qui crée une grande partie, c'est aussi les acteurs du monde privé. Il faut les secouer de temps en temps lorsqu'il y a des variants tels que l'inflation et les instabilités qui viennent dans le monde économique. Merci. Donc il faut, et puis l'absence des institutions bancaires capables à comprendre quand il y a une courbe qui nous vient difficile, il faut que la banque maintenant cherche à faire accompagner les unités de production en territoire. Monsieur Alain Parfait, déjà vous connaissez la structure qu'on appelle l'ODEP, qui avait déjà émis des doutes sur les assignations, l'atteinte des assignations fixées par le gouvernement à plus de 16 milliards. Même Noël Tchani, qui est un économiste vraiment chevronné dans cette matière, il a aussi émis beaucoup de doutes. Et là, on a ces rapports de l'IGF qui dit que au mois de juillet, déjà, on n'a atteint que 5,518 milliards.
Est-ce que c'est possible d'atteindre les 16 milliards prévus pour 2023? Des hypothèses clés à prendre en compte si vous voulez bien faire, si vous voulez justement répondre à votre question. La première d'abord est que dans ces prévisions économiques qui sont assignées dans les budgets, il me semble que l'autorité budgétaire n'avait pas pris en compte, comment dirais-je, l'impact de la crise en Ukraine sur nos économies du Sud. Il me semble que nous dépendons beaucoup de l'exportation des ressources naturelles pour justement amorcer, si vous voulez, faire tourner notre économie. Alors, mais il est vrai aujourd'hui qu'avec la crise ukrainienne, toutes les économies du Sud sont en berne. Mais malheureusement, cela entraîne aussi un ralentissement économique sur le plan mondial. Et d'où même l'aide publique que l'on attendait pour les pays du Nord vers les pays du Sud n'arrive pas. Alors, que doit-on faire pour arriver à atteindre ces assignations-là? Je crois qu'il y a un travail à faire. Mon compatriote a déjà parlé. Il se passe beaucoup de choses dans ce qu'on appelle l'économie numérique. Nous avons les M-Pesa, toutes ces transactions-là qui ne sont malheureusement pas capturées par notre assiette fiscale. Il y a des transferts bancaires qui se font, qui malheureusement échappent au contrôle de l'État en tant que régulateur de notre économie. Et donc, si on essaye de faire cet effort-là, de pouvoir ajuster notre politique publique en ce qui concerne la fiscalité, en ce qui concerne la parafiscalité, on peut capturer quelque chose dans cette économie-là numérique dont nous perdons énormément beaucoup de recettes. Mais il y a aussi un travail à faire dans les recadrages des politiques macroéconomiques. Il me semble que généralement, tous ces experts-là ne tiennent pas compte de l'économie souterraine, l'économie informelle, qui en réalité est un monstre sous notre sol, qui se développe à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, tout se passe dans l'informel. Même dans l'administration publique, il y a des actes qui sont posés dans l'informel. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes arrêté, par exemple, dans une police, tout ce que vous versez là pour avoir la liberté, mais n'entre pas dans le trésor public. Passe dans les poches des OPJ, des policiers. Donc le gouvernement doit faire un effort pour élargir l'assiette fiscale, arriver à capturer tout ce qui échappe là. Donc il y a vraiment un coulage des recettes important que nous devons arrêter immédiatement si on voulait améliorer. Il y a certaines choses, ils peuvent le faire de public-privé. Parce que le privé a un peu un avancement par rapport dans la compréhension numérique. Oui, mais on peut engager un partenariat public-privé, associer les privés pour aider les secteurs publics à pouvoir améliorer, à pouvoir avoir la performance dans ces services publics. Et c'est important. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est l'État qui fait tout seul. L'État peut recourir au privé, à travers un partenariat public-privé, les insérer dans son action politique, dans son action publique, c'est-à-dire lui accorder à travers un appel d'offres certains marchés pour réaliser les services publics. Et c'est possible parce que la loi sur les partenariats publics-privés, c'est possible, on peut même aller au-delà. Parce qu'il y a un manque à gagner énorme. Souvenez-vous du rapport de l'ancien conseiller spécial en charge de lutte contre la corruption, le professeur Luzolo Bambi, qui allait même au-delà de ces chiffres que vous avancez. Merci beaucoup, monsieur Alain. Parfait pour cette entrée également. Alors, monsieur Gandhi, pensez-vous que c'est possible? Nous sommes à, on dira, quelques mois de la fin de l'année. C'est possible d'atteindre les 16 milliards d'assignations? À moins d'un miracle. Puisque l'essentiel des rentrées d'argent au niveau des fiscalités et autres, c'est jusqu'au plus ou moins mois de juin, juillet. On n'est pas arrivé même à la moitié de ce qu'on avait prévu, de nos provisions. Je ne vois pas comment on peut arriver aujourd'hui à combler le trou. Si on arrive à 10 milliards, ce sera déjà un grand bravo, un exploit, comme tu l'as dit, les termes appropriés. On n'arrivera pas à ça. Il y a un problème. Le problème n'est pas conjoncturel, contrairement à ce que mon voisin dit, même s'il faut prendre en compte le fait qu'il y a la guerre de l'Ukraine, même s'il faut...
Tout ça est dû à quoi? Par l'inexistence d'un État réel. On a un État factice. 63 ans après les indépendances, l'État balbutieux d'administration est presque inexistante, inefficace, inefficiente. C'est ça le vrai problème. Comment est-ce qu'on peut tolérer 63 ans après que 80% à peu près, sinon plus, des activités économiques soient dans l'informel? Ça pose un problème. L'État est où? L'administration de l'État est où? Les taxes ne sont pas bien cadrées. Rien que quand tu regardes la TVA, puisque tout le monde consomme, chaque seconde ici, il y a des consommations. Et il était question, des décisions sont prises, mais l'application de ces décisions ne sont pas appliquées. Il était question de pouvoir bien encadrer la TVA. C'est-à-dire, c'est des taxes indirectes que tout le monde paye, que tu sois riche ou pas riche, vous payez le même taux que nous payons en consommant. Il était question de mettre en place des caisses enregistreuses dans la plupart des grands commerces, supermarchés et autres commerces, pour que l'État puisse capter à la minute près tout ce qui rentre comme TVA. Et cet argent-là pouvait être capté par le service de la DGI, Direction des impôts. Ce qui n'est pas fait jusque-là. Mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi ce n'est pas appliqué? On suppose que certains qui devraient le faire appliquer ont des avantages auprès de ces Indiens, Libanais et autres. C'est pour ça qu'on traîne les pas. Et l'État est perdant sur toute le couture. Et puis le système d'impôt qu'il y a ici, on connaît la mentalité de nos concitoyens. On laisse que les impôts soient déclaratifs. Comment voulez-vous? Moi, si on me dit de déclarer, sur 5 personnes où on attend qu'ils déclarent les impôts, peut-être 2 vont se présenter puisqu'ils ont la conscience que les impôts, ça sert au pays, ça sert aux citoyens, ça sert même à ces entreprises. Vous voyez que même la France avait évolué, prélevé à la source. À la source, on quitte le déclaratif, on va à la source. À la source. Ce sont des réformes qu'il faut oui, ce sont des réformes importantes, très efficaces pour le... Mais on ne peut pas s'en sortir avec ces systèmes-là. Tu vois, on ne peut pas continuer à balbutier. Et puis, on ne peut pas continuer à attendre comme les enfants, les héritiers. Les parents ont laissé des maisons. Et ils vivent de l'héritage des parents. Ils ne créent pas, ils ne produisent pas. Ils attendent le loyer, ils attendent les rentrées de sous. À un moment donné, l'entreprise tombe d'une manière ou d'une autre. Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On vit des matières premières. Ce qu'on a trouvé par, disons, par le fonctionnement de la colonie belge. Non, on continue à vivre comme ça, alors que les Belges eux-mêmes avaient diversifié l'économie. D'ailleurs, pour avoir même le développement des industries minières, il a fallu l'agriculture. Le pôle 2 a travaillé sur l'agriculture, le caoutchouc, le bois, etc. Ce sont les financements venant de l'agriculture qui ont financé l'apparition. Oui? Donc l'agriculture, tous ces moyens-là, notamment les moyens d'excès, comment dire, de diversification existait déjà. Ça existait pendant la période coloniale. À l'époque coloniale, c'est l'homme congolais par la mégestion a tout mis en place. Non, en pâture. C'est-à-dire ils n'ont pas compris la nécessité de privilégier l'agriculture, l'agro-industrie. Puisque quand on parle de l'agriculture et de l'agro-industrie, à côté il y a le service. Ça crée des richesses, ça crée des emplois. Mais on a négligé, on a tout focalisé sur les matières premières. Et encore, les matières premières, on ne le contrôle pas. Quand les miniers là, gagnent de l'argent, par exemple $100, il était question que quand ils rapatrient, quand ils vendent ce produit-là, qu'ils rapatrient, je crois, 60% des devises ici au pays. Et ce n'est pas appliqué. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Il y a beaucoup de choses, des bases que l'État, l'administration ne respecte pas. S'il y a des difficultés chez nous, ce n'est pas par rapport à l'Ukraine, c'est pas par rapport à... C'est nous-mêmes. Si on avait une politique structurelle bien définie, si on respectait un certain nombre de rouages, ce serait un des pays dans le monde qui vivrait en équilibre. Merci. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, oublier cet aspect-là, ces paramètres-là. International. Mais on peut pas... Non, c'est pas que je le néglige. C'est qu'on pouvait réduire les déficits, la dépendance, si on avait une économie qui tournait ici au niveau d'agriculture, même au niveau des minéraux. Regardez le Botswana aujourd'hui, gagne pourquoi? Puisque le diamant de Botswana est transformé sur place. Aujourd'hui au Botswana, un étudiant a un minimum de $150 de bourse. Un enseignant touche $1 300, alors que le député a $1 800. On peut arriver à ça.
Cheikh Gandhi, vous savez, cet écosystème-là, quand vous prenez par exemple la route minière, en quittant des Kasumbalé, Salubumbashi, Likasi, ainsi de suite, moi je ne comprends pas comment on bâtit des routes qui ne s'expriment pas. C'est-à-dire que normalement, nos villages devaient être alimentés par des aires de stationnement. Un aire de stationnement, ça devait être des zones d'activité économique pour que ces planteurs puissent évacuer calmement quand le camionneur passe, ainsi de suite. C'est ça que nous devons faire. Il faut travailler, et l'administration, le concepteur de la partie économique, les acteurs, c'est comme ça que vous pouvez avancer. Parce que le camion ne va pas faire des 100 km sans se stopper. Mais quand vous prenez dans nos routes, le camion il se stoppe ou dans le bas-côté, et dans le bas-côté, il n'y a même pas la vie. Et ceux qui sont dans le village, ils vivent avec quoi? Or, logiquement, là où le véhicule stoppe, ça devait créer la vie à ceux qui vivent là-bas. Donc, c'est pour, sans pour te contredire, pour dire que voyez comment même les colonisateurs avaient pensé pour le chemin de fer quittant Lubumbashi, juste passant par Ilebo. Et Ilebo, on prend les... Pour donner la vie. Pour donner la vie économique dans tous ces territoires, dans toutes ces provinces-là. Mais malheureusement, ceux qui sont venus après, au début des années 2000, ils ont cassé cette logique-là qui faisait en sorte que toutes les provinces, tout le long de l'acheminement des matières premières, notamment à partir de Lubumbashi jusqu'à Ilebo, soit cassé au profit du tronçon de Kasumbalé en allant vers l'Afrique du Sud, en passant par la Zambie et les autres pays. Donc nous faisons tourner les économies de ces pays-là sans les savoir. Sans les savoir. Nous sommes des pourvoyeurs de ces économies-là et donc nos villages sont abandonnés. Exactement, au profit de ces pays-là. Il n'y a pas de vie dans nos villages, pas du tout attrayant. C'est pourquoi l'exode rural est vraiment importante parce que les villageois cultivent pas pour eux-mêmes, ils consomment, ils cultivent pour aller ailleurs. Or, logiquement, si on mettait la vie dans là où la route passe, là où le train passe, là où le navire passe, automatiquement, il y aura des petites cités économiques qui vont se créer et ces échanges vont se créer et vous verrez que l'homme congolais va épargner et que les institutions économiques à caractère financier va retourner et l'informel sera éradiqué. Nous espérons que les autorités vont suivre cette émission pour essayer de rectifier les tirs. Ils connaissent tout ça. C'est l'inconscience. L'inconscience, ils sont inconscients. Très bien, on va prendre le sujet du jour. Messieurs, dames, ce sont ces grandes firmes qui ont disparu dans le temps avec ce qu'on a connu, les grandes entreprises à travers le pays. Dans chaque province, il y avait au moins une grande entreprise qui faisait fonctionner les provinces. Aujourd'hui, ces économies n'existent pratiquement plus. Ces grandes entreprises ont disparu. Et même ces grands entrepreneurs-là que nous connaissions à l'époque, bien aujourd'hui, l'économie congolaise est pratiquement en terre dans tout le pays. Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces firmes, on a connu, vous me parlez de Dokolo avant l'émission, de Bemba, de KTB, aujourd'hui, ils ont laissé place à rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là jusqu'à aujourd'hui? D'abord, on parle peu de ces gens-là dans le collectif congolais. Ok, quand vous allez dans tous les États du monde, ceux qui ont marqué dans l'économie, on cite toujours leur nom et on le montre dans l'opinion, on ne le cache pas. Donc, des gens les oublier, ça ne fera pas susciter les vocations. Moi, j'adule beaucoup mon papa Dokolo Père, qui était un grand entrepreneur, qui commence comme artiste, cinéaste et qui devient parmi ceux qui ont fait les années de l'économie du côté du Congo central et en République démocratique du Congo en général. Une entreprise a ce qu'on appelle la naissance de l'entreprise, le développement et l'accroissement du point de vue du territoire national et le territoire international. Et dans chaque étape, il y a ce qu'on appelle le mesure que vous mettez, le batterie, pour que l'entreprise avance. Si vous commencez une entreprise à taille humaine, vous n'allez pas avoir peut-être pas besoin des comptables à l'intérieur de l'entreprise. Donc, s'il devient de plus en plus imposant, le comptable va être à l'intérieur. Et vous aurez peut-être au début pas besoin d'un avocat à l'intérieur, mais quand il grandit, et dans tous ces cycles-là, l'entreprise doit évoluer. Il doit changer le personnel, il doit changer l'équipement, la façon de faire. Or, nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la plupart de ces aînés, et ils étaient des grands stratèges, mais ils ont fait les erreurs dans leur parcours, ils ont cru que leurs enfants seront leurs remplaçants. Or, ça devait être les enfants professionnels, pas les enfants biologiques. Mais donc, ça serait paradoxal parce qu'eux-mêmes, déjà, à la base, qui les a formés pour être... Qu'est-ce qui a concouru à leur succès? En fait, dans l'OGC, il y a des compatriotes qui ont dit, par exemple, que beaucoup étaient autodidactes.
Mais ils ont appris sur le tas, mais c'était d'abord des passionnés. Quand vous prenez par exemple Pascal Guinduelo, qui commence, est-ce qu'il y a un Cambis aujourd'hui, peut rêver à être banquier dans 10 ans? C'est ça le vrai problème. C'est des gens qui avaient la niaque, l'audace, la liberté d'entreprendre, d'oser, et sur le tas, ils apprenaient. Parce que si tu veux quelque chose, tu vas apprendre. Et au fur et à mesure, l'écosystème de l'époque aussi les a permis à devenir des grands qu'on cite aujourd'hui. Mais c'était des vrais travailleurs. Mais la partie un peu négative de ces aînés, ils ont cru que, comme lui, il était un maniant, un stratège, et que les enfants biologiques seraient d'office les remplaçants. Et les enfants aussi ont compris en mal. C'est comme un enfant qui achète un bonbon, il ne va pas se poser beaucoup de questions. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est du côté biologique. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas compris que le papa s'est limité ici et que ces sagas, pour que ça continue, papa est autodidacte, mais moi, je dois étudier vraiment les affaires. Et je dois apporter le touche de la nouvelle génération. Un plus. Un plus. Or que nous... C'est un problème d'héritage. Nous, oui, le relève. Cette relève n'est pas, c'est pas fait d'une façon professionnelle. Et du côté aussi étatique, on n'a pas compris la force de ces maniants de l'industrie. Il fallait maintenant amener un esprit républicain de ces enveloppes. Vous comprenez? Quand vous allez par exemple à Nancy, Wendel, c'est le mythe national. Or, c'est une affaire qui commençait du côté privé et l'État est rentré. Peugeot, c'est le mythe privé. Après, l'État est rentré. Or, chez nous, c'est dit que l'État n'est pas un État stratège dans ce qu'on appelle l'intelligence économique. L'État ne s'est pas impliqué. Non, il n'est pas stratège dans ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mythe comme Dokolo, comme Kisombe, comme Ngunza Bonanza, comme Fonji, il fallait que l'État maintenant devienne actionnaire de ces gens. On institutionnalise ces genres d'enveloppes pour qu'on perdure dans la durée la chose. Or, nous, on a laissé l'État, il perçoit ses taxes. Or, ces choses-là devenaient de plus en plus ce qu'on appelle, qui devaient devenir les multinationales de la République démocratique du Congo. C'est des deux côtés qu'on a péché. Donc, du côté de ceux qui ont créé, et même les salariés qui ont travaillé beaucoup dans ces entreprises, ne se sont pas mis comme des acteurs à l'intérieur. Beaucoup ont mis, c'est dans la culture congolaise, c'est-à-dire qu'ils ont mis dans leur truc en disant « Ezer Lokonaye ». Or non, celui qui travaille chez Google, il sait qu'il est acteur et ça lui appartient. Il contribue. Or, nous avons cette maladie-là, l'homme décède, ok, Diaz n'est plus là. C'est ça le vrai problème. Or, le vieux Franco, c'était un grand, et Jésus n'a pas écrit. Ça veut dire que c'est ceux qui étaient avec Jésus qui ont écrit. Exactement. Mais comment fait-il ceux qui étaient avec Dokolo? On va se comprendre. En fait, à un moment, c'est ça le paradoxe congolais. On va comprendre avec vous que le problème vient du manque d'investissement de l'État et la relève n'a pas été assurée. Oui, deux grands problèmes. Oui, ça veut dire qu'eux-mêmes, ces manias-là, à un moment, ils devaient savoir qu'ils devaient rester que stratèges. Et créer maintenant ceux qui vont continuer le processus. Parce que dans beaucoup c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat familial. Dans l'entrepreneuriat familial, il y a des familles en Occident, qu'est-ce qui se passe? S'ils ont pris quelqu'un capable à faire la continuité comme les Michelin, on va aller chercher un technocrate de l'entreprise qui vient. Or, nous ici chez nous, si on prend un technocrate de l'entreprise, les enfants pour eux, c'est leur truc. Donc en fait, c'est ça la grande difficulté qui a fait que, et puis l'avancement de l'informel a détruit ces entreprises familiaux de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Alain, qu'est-ce qui a contribué pour réagir très vite à ce qu'a dit notre compatriote avant de répondre à votre question, moi je crois qu'il y a un aspect aussi très important que l'on semble éluder dans ces débats, c'est, comment dirais-je, c'est l'incapacité de l'État à pouvoir soutenir toutes ces initiatives privées. Vous savez, notre État, dans l'histoire, nous avons connu des périodes roses, comme on dit, où l'économie était florissante, le taux de croissance était au-delà de 5%, mais l'État n'a pas su profiter de cette opportunité-là pour relancer ces petites et moyennes entreprises afin de les faire devenir, comme l'a dit mon compatriote, des grandes firmes, afin que ces leaders-là deviennent des capitaines d'entreprise, comme on voit. Partout, même en Afrique, on a des exemples comme ça où l'État appuie les secteurs privés
pour en faire véritablement un secteur de développement. Le Nigeria est champion dans ça. Même la Côte d'Ivoire aussi. Mais si l'État avait soutenu ces entreprises aujourd'hui, elles seraient peut-être internationales. Oui, mais une entreprise comme Sibé Zahir, peut-être beaucoup de jeunes générations ne le savent pas, mais ce monsieur a été pratiquement incarné l'image du patron africain vers la fin des années 80 avec sa compagnie d'aviation. Si ce n'était pas parmi les premiers Africains qui ont eu cette entreprise, tout ce que vous voyez, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, ça vient après Sibé Zahir. C'était Sibé Zahir. On pouvait faire un hub ici au Congo avec une telle entreprise. C'est des capitaux privés. Absolument. Non, l'État va y donner sa part aussi pour soutenir justement l'initiative privée. Et donc, nous avons raté cette période-là. Malheureusement, nous continuons aussi dans cette tendance-là, chose qui n'est pas bonne. Quelqu'un comme Bemba, si vous allez au nord de l'Équateur, je fais allusion aux provinces comme Sud, au nord, au Bangui, donc c'est là où il a investi dans ces fermes, des grandes plantations. Il employait des milliers de gens. La vie économique, socio-économique tournait autour de Sibé Zahir à l'époque. Et donc si l'État était un État moderne, un État stratège pouvait s'engager à soutenir une telle entreprise pour que même après l'absence du leader de Jeannot Bemba, que l'entreprise continue avec ou sans ses enfants biologiques. C'est possible. Le député national Daniel Mbaou en a proposé également dans sa loi, dans sa proposition de loi. Il a dit c'est une question de succession. La succession n'a pas été bien assurée du point de vue juridique. Et les conséquences se sont suivies. C'est parmi les raisons. Non, mais il y a aussi des facteurs, Daniel Mbaou. Des facteurs politiques. Vous savez, l'instabilité politique que nous avons connue, il y a les guerres, tout ça, ça a énormément contribué au déclin de ces entreprises. Ce n'est pas seulement la succession. Et la succession, elle s'arrange toujours. Hein. Il y a un testament qui fait la répartition de tous les biens, qui identifie tous les enfants de la lignée. Donc, je ne crois pas que ça poserait un problème. Mais je crois qu'on doit revenir sur le rôle de l'État. L'État en tant que régulateur des politiques économiques pour assurer cet équilibre-là macroéconomique dans le secteur. Parce que il ne faut pas l'oublier que même les grandes nations que nous envions aujourd'hui, nous l'avons vu avec les États-Unis lors de la crise économique, lors de la crise des subprimes dans les années 2008. Mais l'État est sorti de sa réserve pour soutenir des entreprises comme des grandes entreprises comme Ford et toutes les grandes entreprises que vous connaissez, les américaines, ils ont été appuyés par l'État. Les grandes entreprises comme Facebook, ces entreprises américaines, Google, tout ça, si aujourd'hui elles connaissaient des problèmes économiques, financiers, l'État américain va s'engager pour ce. Non, mais parce que cela va de soi, parce que ça va risquer d'avoir un problème sur la sécurité américaine. Vous ne savez pas combien Google, Facebook contribuent énormément au rayonnement de l'empire américain dans le monde. Si vous utilisez Facebook, peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes vos données sont gardées quelque part. Les data. Facebook peut les mettre à la disposition de la sécurité américaine pour l'utilisation. Nous sommes contrôlés déjà par l'administration américaine. Mais depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis longtemps. Vous voyez, une telle entreprise, c'est un partenaire clé. C'est un puissant du gouvernement américain. On ne badine même pas avec Facebook. Donc, dès qu'il a un problème là, dès que l'entreprise a un problème, c'est les États-Unis qui vont surgir. Ils vont s'engager. Oui, un jour au Congo, il faut penser à cela. Si une entreprise congolaise a un problème, difficulté quelconque, que l'État n'hésite pas à sortir de sa poche. Ceux-là qui voudraient aussi numériser les données, qu'elles soient publiques, numériser les données. On peut numériser les données sans qu'elles ne soient mises à la disposition des grandes firmes mondiales. Non, mais pourquoi pas? La digitalisation, parce que nous avons un code numérique, est réglementé dans notre pays. C'est-à-dire les données mises à la disposition du public, c'est connu. Mais celles aussi qui ne sont pas mises à la disposition du public, elles sont gardées quelque part dans un cloud appartenant à une entreprise. Et donc tout ça, ça doit être clair sur la relation entre les secteurs privés et l'État. Je voudrais finir par dire ceci, il faut qu'on réhabilite ces capitaines d'entreprise, c'est important. Notre pays aujourd'hui souffre des modèles et les modèles sur le plan économique, nous n'en manquons pas. Ils sont là. Ils sont là, ils nous regardent. Ils ont tenté, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais ça fait rayonner notre nom à l'échelle internationale. Je crois que nous devons faire notre part de pouvoir réhabiliter ces grands capitaines d'entreprise qui sont pratiquement, qu'on ne parle même pas. On pouvait avoir des entreprises en l'air, non, aujourd'hui. Bien entendu, des entreprises avec une grande part de l'État pour justement
faire perdurer la mémoire de ces grands capitaines d'entreprise dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Monsieur Gandhi, Oui. alors votre avis à ce sujet, comment on en est arrivé là? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette décadence, à cette chute libre? Il y a deux facteurs clés. Dans les deux facteurs clés, il y a d'un côté l'État, comme mes collègues l'ont dit. Ok. Mais là, je vais pointer au niveau de la responsabilité, l'État, et ensuite ces gens qui étaient à la tête de ces entreprises. L'État d'abord. L'État, ce qui m'a toujours préoccupé, c'était que quand on a des grands qui émergent sur le plan économique et financier, l'État devient regardant, l'État a peur de ces gens-là. Je citerai le cas de Dokolo, que j'ai essayé de fouiner. Dokolo, dans la péripétie de tout ce qu'il a fait dans la vie artistique et ensuite économique, arrive à avoir une banque, puisqu'il était majoritaire à 60%. Il avait d'autres partenaires européens et autres, mais lui, il était le patron puisqu'il avait 60%. Dokolo tombe pourquoi? Il ne tombe pas par le fait qu'il a mal géré. Il tombe par le fait que la politique ou les hommes politiques, en l'occurrence Mobutu, voyaient de mauvais œil ce développement de la banque Dokolo, banque de Kinshasa. C'est une menace pour le pouvoir de Kinshasa. Ils ont nationalisé pas mal de sociétés. Quand est arrivée la deuxième partie de nationalisation, zérianisation des jeux, ils sont passés à la radicalisation. Oui. Lors de la radicalisation, Mobutu a demandé à ce que l'État prenne plus de pourcentage et que Dokolo devienne minoritaire. Ça pose un problème. Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est comme ça que Dokolo est tombé jusqu'à l'amener à la mort. Dokolo, c'était une des premières banques. On pouvait en avoir une, deux, trois, quatre. On n'en a pas eu. On peut voir la banque. Qu'on connaît aujourd'hui, des banques étrangères, c'est inacceptable. On n'a aucune banque aujourd'hui. On n'a plus de banque. Aucune banque. Deuxième exemple, comme Dokolo à peu près, Kindwelo. Pascal, oui. Kindwelo. Une banque aussi. Oui, une banque aussi. Avant d'arriver à la banque, lui, là, il est passé, lui-même là, à raconter sa vie, ce serait intéressant de voir son audio. Il a commencé par travailler avec l'argent des autres. Avec l'argent des autres, qu'il venait, il faisait l'échange, etc., en tant que changeur de monnaie, mais avec l'argent des autres. Et ça a rendu son business florissant. C'est ce qui a fait qu'avec le temps, on l'a chassé même de l'entreprise par la suite, quand on a constaté qu'il y avait des détournements, on peut dire ça comme ça, des fonds, etc. Il a été licencié, mais il avait déjà mis beaucoup d'argent de côté. Ça l'a amené à construire sa banque. Mais pourquoi est-ce qu'il a fermé sa banque? Vous croyez que c'est sa propre volonté d'arrêter avec la banque? Non. Pression du pouvoir passé pour qu'il arrête ce business-là. Puisqu'ils avaient leur business avec les nouvelles banques qui sont venues ici. Oui. Avoir une banque congolaise qui commence à avoir une ossature d'une banque normale, réelle au niveau du continent, on lui a mis pression. L'État, au lieu de soutenir, l'État a combattu. A combattu. C'est pour ça qu'il s'est dit, je rentre dans les affaires, je construis mon immeuble à côté ici. On est à côté de son immeuble. Voilà comment il a quitté le monde financier. Ça pose un problème. Bemba, comme l'imparfait l'a si bien dit, Bemba, c'était aussi un exemple, puisque les autres, c'était d'abord des toutes petites et petites entreprises. Ils pouvaient devenir des entreprises moyennes. Je vais revenir là-dessus. Oui. Bemba avait un conglomérat d'entreprises. Il était dans tout ce qui est... Patron des patrons. Il était dans l'aviation, il était dans l'informatique. Première société informatique d'un Congolais à un niveau beaucoup plus élevé. C'est Bemba. Bemba, en dehors de Sibé Zahir, en dehors de la société d'informatique, avait une société d'ailleurs que Bemba fils, l'actuel ministre de la Défense, a géré. Bon an, mal an, pour ne pas dire qualifié, c'était une mauvaise gestion. C'est un truc de transport, transactions, au niveau... Bemba avait un conglomérat d'entreprises, sans compter, comme Parfait l'a dit, il était aussi dans l'agriculture, les cafés, les cacao, etc. Ça rapportait beaucoup d'argent. On a tout fait, surtout après Mobutu, de le casser, même de l'impliquer dans la politique. Il n'avait plus rien. Avant sa mort, tout est tombé.
par la gestion de certains de ses enfants, par sa propre gestion. Puisque là où se pose le problème, où il y a la responsabilité des gens qui ont cette entreprise, c'est quoi? Quand ils ont des toutes petites entreprises, ils savent encore gérer. Et je pense que... Donc, les entreprises publiques ont été systématiquement combattues l'une après l'autre parce qu'elles représentaient des menaces pour le pouvoir. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, privé, pour la plupart, pas toutes, pour la plupart. Mais il y a aussi le côté mauvaise gestion. Quand ils ont des petites entreprises, ils arrivent, toutes petites, ils arrivent à bien gérer. Quand c'est des petites, ils arrivent encore bon an, mal an à gérer. Merci. Mais ça commence à grossir, ça pose, comme Mathieu l'a dit, problème de gestion. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne peux plus gérer comme une boutique d'apothicaire. Tu dois gérer avec non seulement un budget bien défini, avec des prévisions, mais aussi, là où rentre aussi l'État, par le truchement des banques commerciales. Puisqu'une entreprise ne fonctionne pas, puisque j'ai gagné, j'ai dépensé, que j'ai gagné, doit avoir une trésorerie. Ouais. À un moment donné, garder une trésorerie et aller au niveau de la banque pour les investissements. Puisque ton argent, tu as gagné, certes, c'est à toi. Tu ne peux pas toujours prendre ce qu'il y a dans la trésorerie pour pouvoir les dépenser. Tu dois aller vers les banques commerciales et emprunter de l'argent pour pouvoir investir. Non, mais toute cette politique n'était pas bien canalisée par nos entreprises-là. C'est là qu'ils ont eu leur propre responsabilité. Il y a eu aussi une autre responsabilité. C'est une responsabilité historique. Très rapidement, je voudrais mentionner cela. Il ne faut vraiment pas l'éluder ici. Ce sont des faits politiques dans l'histoire qui ont pratiquement mis à plat toutes ces entreprises-là. Je cite ici des mesures comme celle de la zaïrianisation, la radicalisation. Il y a aussi les pillages des 91, 93, qui ont pratiquement ceux qui sont venus mettre à genoux toutes ces entreprises-là. Et les guerres que nous avons connues aussi, qui ont pratiquement mis à terre toutes ces entreprises-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire économique du pays. C'est vraiment capital. Les Mutamba étaient là, les Kisombe étaient là, les Fonji, les Muzabonanza. Les métiers industriels, il y avait aussi beaucoup d'entreprises. Oui. On parle de plus ou moins 9000 entreprises. Mais où sont parties ces entreprises? Même Bembe était là dans la fabrication de meubles métalliques. De meubles de mousse. Où sont parties ces entreprises? Bon, vous savez, les compatriotes ont souligné ce qui a fait que nous puissions descendre aux enfers. Ça veut dire que l'absence aussi des grandes entreprises publiques qui devaient être commandeurs des entreprises privées ont fait que les entreprises roulent en roue libre, sans clients. Sur le cas de figure d'aujourd'hui, 3/4 des petites entreprises des capitaux congolaises n'ont pas de travail. Vous comprenez? Et quand vous prenez l'histoire de Katebe Katoto, que je trouve aussi un entrepreneur, Katebe Katoto, c'est Gécamine. C'est à partir de Gécamine que l'ingéniosité de Katebe Katoto... Non, d'abord les poissons. Oui. La poissonnerie. Oui. Et maintenant, ce qui lui donne une dimension africaine et nationale importante, c'est la collaboration avec Gécamine. Or, nous, en 1973, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les grandes entreprises d'État, on le amène avec une gestion purement politicienne, pas une gestion des affaires économiques. Ça fait que les entreprises congolaises qui cohabitaient avec les entreprises d'État, ils sont devenus en faillite. Vous comprenez? C'est-à-dire que le phénomène de la dette publique interne, qui n'a jamais été remboursé par 3/4 des Congolais qui étaient avec des hôtels, tout ça, ainsi de suite, de gauche à droite. Quand quelqu'un de la SNEL allait par exemple à Matadi ou en Banzangongo, il dormait dans l'hôtel, ou notre officier de sécurité. Mais cet entrepreneur-là, si vous ne le payez pas, comment il peut continuer à faire perdurer l'aventure économique? Et puis l'absence de financement. Moi, je trouve ça vraiment normal que les entreprises, comme il est de Mathieu Taguizala, et que Mathieu Taguizala doit se battre tout seul et sans ce qu'on appelle le système de financement, on appelle de la banque. Et puis les taux d'intérêt qu'on applique en République démocratique du Congo ne peuvent pas favoriser, cher Dan, le sort des entreprises des capitaux locaux, le durée des remboursements, l'énergie. Il y a beaucoup de facteurs qui permettent aujourd'hui que les entreprises locales deviennent comme de petites dindons. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le nombre de barricades. J'annonce au ministre de l'économie qui vérifie aussi dans les acteurs de la route. Est-ce que toutes ces barrières qu'on met, et c'est important pour l'économie. Donc il y a un moment, il faut regarder, il faut protéger l'entrepreneur. Or l'entrepreneur aujourd'hui est comme si un petit voyou où il n'y a pas... Vous sillonnez dans tout le pays du monde.
Un professionnel de l'entreprise, c'est l'allié de politique. Oui. C'est l'allié de politique, c'est l'ami de politique. Mais comment fait-il aujourd'hui? Vous diminuez les entrepreneurs comme s'ils ne valent rien. Vous allez voir même dans des dîners officiels, c'est rare de trouver des entrepreneurs. Or, dans ce qu'on a cité là, même dans des dîners officiels, on voyait les têtes là. Ils étaient là avec leurs collègues ministres, députés, invités, et se baladaient avec eux. Mais aujourd'hui, c'est comme si les entrepreneurs deviennent la peste. Vous allez voir un là-bas, mais on peut faire 6 mois, toutes les manifestations publiques, même les entrepreneurs, ou ça ce ne sont pas les entrepreneurs, le chef d'entreprise nommé par des ordonnances, c'est rare de voir l'air, ils pensent de quoi? L'entrepreneur c'est un communicant. Le chef d'entreprise c'est celui qui doit faire rayonner le nom de l'entreprise. On peut essayer de passer aux propositions. Comment faire pour revenir à cet état initial? Pour revenir comment accompagner, comment faire en sorte qu'on ait une émergence? Pour revenir à cette étape, il faut d'abord susciter les sagas. Le modèle de l'entrepreneuriat, la gestion de l'entreprise doit être incarnée par des hommes, comme on a cité ici. Mais aujourd'hui, vous voyez que les hommes qui incarnent l'entreprise, il n'y en a pas assez. Il y en a, mais on ne les vend pas. Il faut les vendre. Il faut qu'ils soient connus. Parce que lorsqu'ils sont connus, automatiquement, la population va les consommer. Qui doit les vendre? Mais les politiques publiques, les politiques publiques sont faites pour ça. Dans chaque domaine, on doit avoir nos champions nationaux. Et que les entreprises d'État, on appelle de portefeuille, doivent jouer leur rôle. On ne peut pas faire les chefs. Donc aujourd'hui, les entreprises de portefeuille, 3/4, même les logos, ce sont des logos de 40 ans. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on évolue dans l'économie de l'entreprise en République démocratique du Congo. Si on le fait comme ça, et puis les mesures incitatives, j'ai compatriotes, parce que les mesures incitatives sont absentes. Les vrais entrepreneurs, à défaut, on ne les reçoit même pas. Oui, mais aussi cette absence-là est remplacée par ce qu'on appelle les Indo-Pakistanais, les Libanais, qui en réalité sont, excusez-moi les termes, sont des profiteurs, sont des opportunistes. Ils ne font pas des affaires comme les ferait une PME congolaise. Parce qu'une PME congolaise, c'est quoi? Il a dans sa tête les rêves congolais, il veut faire monter son entreprise pour devenir une grande entreprise. Mais tous ces autres-là qui viennent, qui profitent de cette sorte de crise du leadership économique dans notre pays, mais pour implanter leurs magasins, qui implanter leurs petites usines, dont les capitaux sont directement transférés dans leur pays d'origine. Vous ne le savez peut-être pas. Combien de toutes ces entreprises-là construisent ici? Jamais ils louent. Donc pour vous assurer qu'il n'y a pas une durabilité dans leurs investissements. Et pourtant les aînés la construisaient. Et absolument. Partout ils ont construit. Mais pour chuter, peut-être parce que ce sont mes minutes pour dire ceci, vous avez posé la question tout à l'heure, que doit faire l'État? Mais l'État doit devenir stratège. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle est-ce qu'il y a une politique publique la digitalisation, gestion des entrepreneurs, est-ce qu'il y a une politique de la gestion des entrepreneurs, le partenariat public-privé? Oui, mais il y a tout un ministère des PME ici. Il y a tout un ministère d'industrie. Ils ont, je crois, une vision sur l'industrialisation du pays. Mais ce qu'on doit faire, parce que là, nous sommes vraiment dans la paperasse. Stratégiquement, ce que l'État doit faire, l'État doit inciter par ces mesures fiscales les PME congolaises. Interdire par exemple la vente des articles, la vente détaillée des articles par tous ces étrangers qui viennent. Aujourd'hui même, il y a un pays, une nationalité qui fait le porte-à-porte, venir vendre écran, faire à repasser, des porte-à-porte s'il vous plaît. Moi je les ai reçus chez moi à la maison. Et j'ai refusé de prendre cela. Entreprises étrangères. Étrangères, qui le fait, s'il vous plaît. Au vu au su de tout le monde. Comment voulez-vous qu'émerge un leadership économique congolais? Difficile. Aujourd'hui, sur une dizaine de banques que nous avons ici, plus d'une dizaine de banques, mais toutes ces banques sont étrangères. Ça veut dire quoi? Ils nous apportent des capitaux étrangers, ils exploitent ici, et juste après, ils ramènent ça dans leur pays. C'est ça, c'est ce qui se passe ici. Oui. Mais les politiciens qui inviteraient tous ces opérateurs économiques étrangers oublient que ces gens-là sont, comme on dit, des passagers. Une fois pris ces capitaux-là, ils ne vont plus rester ici.
Ils partent investir ailleurs. Donc on ne peut pas faire confiance à tous ceux qui viennent seulement pour exploiter, partir. Autant mieux encourager les jeunes entrepreneurs qui émergent, non pas seulement dans les secteurs des banques, mais aussi dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs surtout des transports. Oui. Mon frère ici a parlé de la tracasserie. Mais allez sur les routes nationales, allez voir la Seine, des barrières au moins chaque 5 km. Vous avez des barrières. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur du Congo central émerge suite à la vente de ses produits agricoles ici au Congo? C'est difficile. Donc il faut vraiment que ces incitations-là, cet État-là devienne stratège et largue au devant de chaque entrepreneur toutes ces barrières-là, toutes ces difficultés qui rencontrent les pauvres entrepreneurs. Alors, comment revenir à ce stade initial que nous avons connu? Quelles sont les mesures qu'il faut... Le problème, c'est que s'il ne faut pas revenir au stade initial, le monde a évolué entre-temps. Il faut construire une économie par rapport à l'évolution du monde d'aujourd'hui. Ben, je vais revenir là-dessus. Je parle d'abord de mots barrières. Autant, au niveau des frontières portuaires, au niveau des aéroports et autres... Il n'y a pas de barrière. Il y a moins de barrières. Il y a des gens qui passent avec des produits importés sans payer des taxes à l'État. C'est anormal. Mais autant, comme Alain l'a dit, des barrières à tous les niveaux. Vous venez de France, lui il a voyagé aussi. Comment voulez-vous comprendre qu'à l'intérieur du pays, il y a des barrières, presque des barrières douanières, où les gens sont en ponction de l'argent, tous les gens qui viennent avec des camions, qui n'entrent même pas dans les trésors publics. C'est anormal. Et même cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. On ne devrait même pas avoir de barrières. S'il faut insister là-dessus, il faut supprimer des barrières à l'intérieur de pays. Ça sert à quoi? La libre circulation doit exister. Laissez le professionnel faire le travail. Ça contribuera à ce que les produits de première nécessité ne soient pas chers. On produit des produits ici, de maïs, des trucs comme ça. Quand on transfère du Bas-Congo ou d'ailleurs, on est obligé de payer des taxes. Automatiquement, l'homme d'affaires ou le commerçant, la commerçante, va répercuter ce qu'il a dépensé dans le prix de produits qu'il vend. Donc l'État doit redevenir responsable. C'est vrai qu'on a trop bousculé l'État, on a trop tapé sur l'État, mais il y a aussi la responsabilité de ces chefs d'entreprise. Beaucoup ne payent pas d'impôts. Je vous donne un exemple de Transco. L'État a consenti à donner des moyens aux individus, aux Congolais, pour créer, je ne dis pas comme le président créer des futurs millionnaires, mais au moins des gens qui créent des emplois, qui favorisent, facilitent le transport, l'émergence d'une classe des gens. Mais ils ont eu de l'argent de l'État. L'État leur a donné des moyens. Ils devaient rembourser 600 $ par mois par rapport au fonctionnement des Transco. Tu sais qu'aujourd'hui, ces entreprises doivent à l'État plus de 22 millions de dollars. Ça pose un problème. Il y a une responsabilité partagée de l'État qui ne sait pas jouer son rôle d'État, agencer les choses dans le bon sens. Il y a les responsabilités des individus. Si je cite Transco, pareil, FPI, c'était pour aider les gens qui avaient des projets d'entreprise ou qui avaient des entreprises qui voulaient que ces entreprises deviennent... Mais aujourd'hui, l'argent a été donné à qui? Pas aux hommes d'affaires, aux politiciens. Ça pose un problème. Il y a une responsabilité partagée. Le Congo meurt de manque de vrais responsables, de vrais politiques. Le Congo meurt de manque de bons citoyens. Il y a un problème de conscience, inconscience à tous les niveaux, au niveau politique, inconscience au niveau des individus. Mais il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on pose le problème. On veut des dialogues pour des choses futiles, mais pourquoi il n'y aurait pas de dialogue sur ce problème précis, le problème économique, etc. Dialogue sur des questions économiques. Et sociales. Ben oui. Alors, mesdames et messieurs, on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Alors, on est en train de faire des analyses comparatives. Ah voilà, on me signale que c'est déjà la fin. On va donner juste 2 minutes à chacun pour pouvoir conclure. Alors, le Nigeria. On va prendre le Nigeria aujourd'hui, l'économie nigériane. Le Nigeria est aujourd'hui classé parmi les économies florissantes en Afrique et pourtant le Nigeria il y a 30-40 ans ont été supérieurs, avancés, très avancés par rapport au Nigeria, un État qui n'a pas d'infrastructure, pas de modèle économique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils en arrivent là? Et comment ils ont pu faire pour nous dépasser dans si peu de temps? Ils ont compris ce que les francophones n'ont pas compris.
la force du secteur privé. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés, ils ont les ressources naturelles, mais ils ont dit non, on ne regarde pas que les ressources naturelles, mais les talents qui sont dans le secteur privé, il faut les consommer, il faut les encadrer, il faut les booster. Et ces talents-là ont créé de la valeur salariale, la valeur sociale, ont créé la valeur économique, la valeur fiscale. Ils ont créé l'innovation. Parce qu'un homme qui a un travail, un homme qui travaille, oui, c'est son anglo-saxon de culture, je crois, et ils ne vivent pas comme nous, où on voit, mais c'est le travail. C'est cette liberté-là. Et je crois la plupart des dirigeants de Nigeria, ils étaient politiques, mais ils ont compris que la politique sans l'intelligence... Le modèle M. Obasanjo, qui était politique président, Obasanjo s'est investi dans l'agriculture. Oui, maintenant, il a compris la force de l'entreprise. Oui. La liberté, là, cette liberté-là de faire bouger des lignes, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez que là, le continent, c'est vraiment un modèle. J'ai toujours souhaité d'aller voir le président Obasanjo, parce qu'il a commencé comme militaire. Vous voyez, le militaire, c'est des hommes rationnels, discipline. Et puis, il a donné une belle histoire au continent en disant, voilà, chef de l'État, j'ai des amis politiques, mais je dois avoir aussi des amis entrepreneurs capables à rayonner le Nigeria. Je crois que pour relancer notre économie, il faut vraiment apporter de l'innovation. Mettre en place un modèle d'intelligence économique qui combine la participation de l'État ou si vous voulez, l'implication de l'État dans l'essor du secteur privé. C'est très important. Prenez un domaine comme un secteur comme l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est un secteur qui va pratiquement régorger l'ensemble de la force juvénile de la RDC pour le mettre au travail. Mais comment nous pouvons allouer à un tel secteur quelque chose de 5% du PIB national? C'est inconcevable. C'est un secteur où on devait jeter même 40% du secteur au lieu de le faire au secteur public qui ne fait que payer les fonctionnaires. Je ne suis pas contre qu'on ne paye pas les fonctionnaires, mais on va payer au prorata de la tâche, au prorata du travail rendu à l'État. Certains salaires que l'on paye là, mais sont des gens qui arrivent à peine à 9h et à 12h de repas. Donc, on est en train de bouffer de l'argent de l'État. La taille du gouvernement, par exemple. La taille du gouvernement, 60 000. Pour faire quoi exactement? Mais tout cet argent-là, un ministre qui roule là, dans une Jeep TX Toyota, qui coûterait pratiquement 70 000 $, alors que son personnel a 12 mois d'impayement. Ça représente quoi? Vous voulez le Congo? Vous voulez travailler pour le Congo ou pas? Donc, si nous mettons en place un tel modèle d'intelligence économique, nous réduisons surtout Y a-t-il de la chance ou bien on est en train de prêcher dans le désert? Vous pensez que non, si on veut l'émergence réellement, je crois qu'on doit passer par là. On doit serrer les ceintures. On doit aimer l'entreprise. On doit aimer l'entreprise, l'impliquer dans tout au lieu de coder des marchés aux entreprises étrangères. La capacité, nous ne la manquons pas. Nous en avons des compétences. Il y a des compétences ici. Nous n'avons plus besoin de recourir ailleurs. Parce que dans tous les secteurs, au moins, vous trouverez des compétences congolaises ici. Mais pourquoi allons-nous gaspiller de l'argent ailleurs alors que pour initier, par exemple, une banque, notre loi, la loi est là, est claire. Donc on peut encourager certains, 2 ou 3 Congolais, pour les lancer dans les banques, au lieu d'enrichir les autres comme nous le faisons actuellement. Et malheureusement, l'État même paye dans les banques étrangères, là, alors qu'il y a la Poste, alors qu'il y a Cadeco qui est là. On pouvait réformer ces institutions-là et commencer à payer les agents, au lieu d'enrichir les autres. Nous avons aussi des églises. Les églises, ils sont devenues des puissantes. Est-ce que les églises peuvent aussi jouer un rôle? Ils doivent jouer un rôle au niveau de la prise de conscience au niveau moral. Mais le problème, c'est que les églises ne montrent pas un bel exemple. Mais les églises, il y a plus d'églises que d'entreprises. Bien sûr. Est-ce que ces églises ne peuvent pas entreprendre pour créer de l'emploi? Parce que si nous avons 1000 églises... Je ne crois pas que c'est sa mission. La mission même si ce n'est pas sa mission, on a vu l'église catholique, protestante, créer des centres médicaux, créer des écoles et autres. Là, c'est sa mission sociale, c'est pas sa mission économique. Non seulement qu'ils ne créent pas des emplois dans le bon sens, ils gagnent, ils ne payent pas des impôts. Il y a très peu d'églises qui payent des impôts. Ça pose un problème. Ils sont plus de 900 églises au Congo. Il y en a même qui ne sont même pas comptabilisées. Il y a des avenues, même dans chaque une parcelle sur 3, il y a une église. Ça pose un problème. Donc les églises sont contre le développement. D'ailleurs, ils pensent dans l'esprit. Ils sont contre le développement dans le sens où ils mettent dans la tête des gens que Dieu fera grâce. Dieu fera grâce comment?
Donc c'est un Dieu injuste, alors que Dieu est juste. Il nous a donné la grâce depuis la création. Mais c'est aujourd'hui à nous de transformer cette grâce. Regarde la grâce que le Congo a. On est en train d'embaucher 12 ou 13 000 policiers. On embauche 10, 12 000, voire 20 000 militaires. Pourquoi on n'embaucherait pas les jeunes, 50 000 jeunes dans l'agriculture dans tous les Congos? Une armée agricole. Oui, même dans le cantonnage. Ouais. Dans les cantonnages. Ouais. Mais vous verrez que ça va créer des richesses, l'État va gagner. Mais on marche sur la tête. On est en train de marcher sur la tête. L'économie aujourd'hui ne peut fonctionner que si on se met en tête qu'on a quelques 3, 4, 5 axes. Ça limite le nombre de ministères. On sort de la partitologie, c'est pas un mot français, c'est moi qui l'ai inventé, où le parti dirige tout, domine tout. Il faut que j'ai mon ministre dans le gouvernement. Non, on a besoin de moins de 25 ministres. Aller sur le ministère, moins de 20 même, d'aller sur l'essentiel, de réduire le nombre de parlementaires. Des parlementaires. 500 députés. Non. 109 sénateurs. Comment vous pouvez parlementer avec plus de 500 personnes? C'est pas possible. On doit être autour de 150 députés. C'est beaucoup même déjà. 500 personnes On doit supprimer la députation provinciale. Les députés provinciaux doivent plus exister. Le gouverneur doit être nommé par le chef de l'État. Regardez la déconfiture que beaucoup de gouverneurs ont eue. Ils n'ont pas travaillé puisque tel a démissionné, tel on l'a mis en minorité, il y avait toujours etc. des motions alimentaires, comme on prend du retard. Entre-temps, on a 500 ou 600 véhicules donnés aux députés qui gagnent assez bien leur vie. On manque des ambulances dans nos communes. On manque des camions anti-incendie. Ça pose un problème. On regarde où? On regarde toujours le ciel. Mais regardons la terre congolaise. Il faut un plan de relance, il faut le grand travaux, il faut réhabiliter. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un dialogue économico-social pour mettre tout à plat et reconstruire l'État autrement. Pour finir, ce pays a été construit par qui? Un seul ministre des colonies, secondé par un gouverneur général et 6 gouverneurs de province, qui a été accompagné par 10 directeurs généraux qui ont construit ce pays, les écoles, les hôpitaux, etc. Nous, avec 50-60 ministres, on est dans l'incapacité. Dieu merci, tu sais qu'il est bien en train de construire un hôpital 112 ans après. Le président Nana Akufo, qu'est-ce qu'il a fait avec la crise? Pour répondre à la crise, il a baissé les émoluments des officiels. Le train de vie, il a retiré quelques véhicules avec des officiels. Les déplacements à l'étranger, ils ont réduit pour injecter à l'économie productive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie productive, nous devons... Donc, le budget congolais sert à payer les agents de l'État. Qui ne travaillent même pas. Mais tu ne le trouves pas dans le bureau. J'étais à la commune, dernièrement, à la commune de Bandal, pour demander une pièce. Non, il faut être rationnel si on veut. Je ne suis pas rentré dans un bureau. Tu as des agents qui t'attendent dehors. Tu cherches quoi? Donc c'est lui l'intermédiaire. Tu ne rentres plus dans le bureau. C'est lui l'intermédiaire, puisqu'il va se sucrer au passage. Il va prendre son pourcentage. Mais je voudrais aussi marquer un point parce qu'on n'en a pas parlé. Une économie ne peut marcher sans une justice, sans une administration judiciaire qui soit en mesure de réprimer les infractions. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que la justice aussi a démontré ses limites. La justice n'est pas toutes les infractions commises. Actuellement, j'encadre des... Ça me vient avec une vocation d'encadrer la jeune génération et qui sont en licence. J'avais 4 en face de moi. Je dis, mais votre mémoire, c'était en quoi tout ça? Il y en a une qui dit, non, le droit de l'homme. Je dis, mais est-ce que... Définissez un peu. Et j'ai aimé. L'autre, il dit, le traitement de l'eau. L'autre, il dit, le politique de recrutement. Ça aussi, c'est un vrai problème. Le recrutement est démocratique du Congo. L'opérateur public de recrutement, on ne le sent pas. L'on aime. Merci beaucoup. On aime dans la participation. Merci beaucoup. On doit mettre fin à l'émission. On n'a plus le temps. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes économistes, vous avez des belles idées aussi comme nos invités d'aujourd'hui. Vous voulez participer à cette émission, eh bien, rendez-vous vendredi prochain. Écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous vous recevrons. Eh bien... Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité,
et que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.